Bien, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette soirée parce que jamais, en préparant une communication, je ne l'ai préparée d'une manière aussi agréable. Bon, plus sérieusement, en 1983, Paul Amselec a publié un article à la Revue de droit public où il se demandait s'il pouvait y avoir un État sans finances et par suite, bien évidemment, sans impôts. Il concluait son article à l'époque d'une manière positive, mais en reconnaissant qu'un tel État, d'essence purement juridique, ne serait certainement pas viable et pas pratique du tout. La République galactique, puis l'Empire qui lui succède, sont un État. Et Maître Lécuyer a bien raison. C'est un État qui est clairement doté de finances. Et pour preuve, lorsqu'on connaît le coût d'un simple porte-avions nucléaire, on parle d'à peu près 3 milliards d'euros pour le Charles de Gaulle, on peut légitimement s'interroger sur celui d'un astronef tel l'étoile de la mort, dont Luc fera si peu de cas qu'il en enverra au moins deux à la casse. Un vrai sauvage. Bon, il faut donc que des sous entrent dans les caisses publiques, et pour les faire entrer, on n'a encore rien trouvé de mieux que l'impôt. Ce qui veut dire qu'on force la main à ceux qui ont des sous. Bon. La galaxie connaît donc nécessairement l'impôt, la taxe, qui est peut-être démocratiquement votée par le Sénat républicain et qui est sûrement beaucoup plus imposée par un empire autoritaire sans foi ni loi. Bon. Se posent alors deux questions majeures, à mon sens. Tout d'abord, quelle est la nature de cette fiscalité galactique, telle qu'elle transparaît au travers de la geste star-warsienne? Mais surtout, est-ce que l'impôt galactique n'est pas, en fin de compte, à l'origine même de cette saga? N'est-il pas la cause de ces batailles spatiales et de cette fureur des sabres laser? En un mot, l'impôt ne serait-il pas la cause première de ce trouble qui agite la galaxie et la force? Je vais tâcher d'apporter une réponse à ces deux questions. Partons d'abord d'un constat. Rien n'est vraiment dit sur la fiscalité galactique dans les divers épisodes de la saga, mais à la réflexion, et quand on regarde tranquillement devant ces films, devant son ordinateur, tout apparaît très clairement. Alors, quelles sont les taxes que perçoivent les percepteurs de cette si lointaine galaxie? Une galaxie, pour commencer, c'est grand, c'est très grand, et on y voyage, en tout cas dans les films. Les hommes comme les marchandises. Et voilà une première source d'enrichissement fiscal pour le trésor républicain et impérial, les droits de douane. Et ces droits de douane, on est certain, absolument certain qu'ils existent. La meilleure preuve est qu'il y a des contrebandiers, dont le chéri bien-aimé de ces dames, le propriétaire d'un vieux tas de ferraille perpétuellement en panne, mais qui est tellement bourré de cachettes dissimulées dans de faux planchers qu'elles profiteront à Luke et à Obi-Wan pour se cacher des soldats de l'Empire. Si on voyage dans cette galaxie, il y a aussi des transporteurs, il y a des marchands, et par suite des ports, des astroports, ce qui signifie des taxes spatiales portuaires, des droits de place, des droits d'approvisionnement, des taxes sur les carburants et l'essence, et les marchandises en plus. Il y a aussi des mines, des plateformes d'exploitation. Il y a même une guilde des mines, et donc des taxes minières et des redevances très foncières, certainement recouvrées par la guilde agissant pour le compte du fisc impérial. Mais, vous le savez, on ne peut pas tout contrôler dans une galaxie, c'est très grand. Il y a aussi de petites exploitations comme celle de Lando, le copain du sieur Solo. Une plateforme d'exploitation qui agit en hors-taxe sur le marché gris, d'où parfois aussi quelques soucis avec les autorités impériales et qui se termine pour l'un dans la carbonite
et pour l'autre avec une main en moins. Eh oui, il y a des risques. Dans cette galaxie, il y a aussi des spectacles et des jeux, notamment des jeux du cirque, comparables à ceux de Rome, mais où les chrétiens, qui sont donnés en pâture aux lions, se sont ici transformés en Jedi, livrés à de bizarres insectoïdes. Et là aussi, il s'agit, le jeu est une excellente matière à taxation. Les jeux ont toujours été d'un bon rapport pour les trésors publics. Et je ne parle pas des courses d'engins sur Tatooine, mais là, il n'y a pas de taxe, car contrairement à ceux qu'ont prétendu les tenants d'un ordre international, Tatooine ne fait pas partie de l'Empire, de la République. C'est une planète de la bordure, une planète grise, une planète de gangsters, dominée par Jabba, qui, à mon avis, doit certainement encaisser une bonne partie du produit des jeux. Ce n'est plus de l'impôt, c'est du racket. Mais les deux choses ne sont pas si éloignées l'une de l'autre. Il y a les Jedi aussi, et leur temple, qui, à mon avis, ressemble à une vieille centrale thermique et qui finit d'ailleurs par faire beaucoup de fumée. Alors, je n'ai jamais connu un ordre militaire qui vit de l'air du temps. Les Jedi ont de beaux locaux, ils sont bien équipés, ils sont même parfois somptueux. Et les Jedi voyagent au sein de la galaxie. Ils vont à Naboo, ils vont à Kamino, ils vont ailleurs. Partout où ça pète, ils sont là pour rétablir la paix et la démocratie. Sauf que tout ça, ça doit coûter très cher. Alors, d'où sortent-ils leur pognon ? Car on ne peut pas penser à un subventionnement par la République. Ils y perdraient tout simplement leur indépendance. Ce qui veut dire qu'il doit certainement y avoir quelque part une dîme jédaïesque, des dons, des legs, sans contrôle tatillon, des exemptions d'impôts, des biens de main morte, j'en passe, et d'autres. Et puis, il ne faut pas oublier que la maîtrise de la force facilite parfois bien des choses qui ne sont pas nécessairement très catholiques. Ce n'est pas tout. Il y a aussi autre chose, il y a pire. Il y a, dans cette saga, une fiscalité cachée, secrète, qui échappe à un Sénat aussi aveugle que querelleur, un Sénat qui est commandé par une bureaucratie qui s'y connaît, évidemment, en entourloupe budgétaire. Et je pense même que George Lucas a oublié de mentionner dans sa biographie qu'il a dû faire un stage à l'ENA. Car, tout de même, cette armée de clones blancs qui apparaît tout d'un coup sur Kamino, qui est en préparation depuis je ne sais combien d'années, cette armée, comment a-t-elle été financée ? D'où vient le pognon ? Parce que les gens de Kamino, les cloneurs fous, ils ne travaillent pas pour les beaux yeux de la princesse, surtout Nathalie Portman. Bon. Alors d'où viennent les sous ? Certainement, il doit y avoir une vieille combine, un blanchiment de ressources ignorées. Et de même, la construction de la première étoile noire, la première étoile de la mort, comment a-t-elle été payée ? Vous savez, celle dont les plans vont être remis par Dark, vont être remis à Dark Sidious, Palpatine, par le comte Dooku, qui finira, comme vous le savez, décapité par les bons soins de l'amant de Padmé. Le contrôle de l'impôt ici est radicalement déficient, ce qui en soi n'est pas étonnant. Comme celle de Rome, la République galactique va être rongée par l'intrigue et la corruption. Et c'est l'Empire, société d'ordre et de sécurité, qui ne pouvait que lui succéder. Cela à la faveur, évidemment, du trouble
agitant la force, un trouble dont justement l'impôt, la fiscalité est aussi le révélateur. Car tout est dit dès la deuxième seconde, j'ai chronométré, la deuxième seconde du premier épisode. Je cite, « La taxation des routes commerciales lointaines provoque la discorde et l'effervescence au sein de la galaxie. » Tout est dit, ainsi soit-il. Et ensuite, tout s'enchaîne. Le blocus de Naboo par la guilde des marchands, qui, à mon avis, est vraisemblablement chargé d'une mission de service public, celle de percevoir justement cet impôt qui agite la galaxie. L'impôt que ne veut pas payer Naboo, ce sont de mauvais contribuables. Et la guilde des marchands, c'est du sérieux. Il y a une armée d'invasion. C'est un avatar galactique de la villatière détenteur. Elle débarque, cette armée, ce qui fait une drôle de visite domiciliaire, vous l'avouerez. Alors Padmé se précipite à Coruscant, au Sénat. Et qu'est-ce qu'elle obtient? Elle obtient simplement la nomination de Palpatine comme chancelier, en l'aidant ainsi involontairement dans sa course au pouvoir noir. Naboo s'insurge. La guilde perd la bataille du fait d'Anakin futur Vador, ce qui à court terme est une bonne nouvelle pour les contribuables pressurés, évidemment, mais une très mauvaise manip pour la démocratie. Les choses se corsent en effet, du fait de la guerre qui a été ainsi engagée. Et des milliers de systèmes veulent, comme ils le disent, veulent quitter la Fédération galactique, qui est un État. Les Jedi sont débordés. La République a besoin d'une armée. Et là, surprise, surprise, cette armée, elle est là, toute prête, toute rangée, financée, on ne sait comment. 1 200 000 soldats. C'est pas beaucoup pour une galaxie quand même. Hein. Tous déclonés, porteurs d'ordres secrets qui feront que l'ordre Jedi aura quelques problèmes un épisode plus loin. Cela pour le plus grand profit d'un chancelier dont la nature sithiesque se révélera au grand jour. On connaît la suite. Le Fils reconnaîtra le Père, qui trucidera le Saint-Esprit, non, l'Empereur, pardon, en le précipitant dans la fournaise de la deuxième étoile noire. Et la Force, enfin revenue à l'équilibre. Je n'ai pas lu le monde de Star Wars, moi je me contente des films. L'équilibre revenu dans la Force, et cela peut-être jusqu'à l'épisode numéro 7, dont on ne sait pas ce qu'il nous réserve. Alors, juste une conclusion, parce que je crois que je suis arrivé au terme de mon temps. Je serai un brin provocateur. À mon sens, il n'y a guère qu'une conclusion. Star Wars, au final, ce n'est qu'une simple histoire de révolte poujadiste qui conduira où? À la dictature d'un empereur auquel ne manque guère qu'une petite moustache sous le nez. Sauf que Star Wars, c'est aussi une histoire pleine de bruit, de fureur, mais aussi d'amour et d'espérance. Et c'est donc sur une note d'espoir que j'aimerais en terminer, car décembre est un mois sacré pour les fiscalistes. C'est le mois où Sainte Prescription remplit son mystérieux office le 31 décembre à minuit. Et c'est pourquoi, en attendant cet heureux temps, je vous souhaite à tous que le fisc soit avec vous.